Une question. États-Unis, drogue à la Maison Blanche, une administration cocaïnomane. Nous nous interrogeons encore. Madame, monsieur, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. La découverte de cocaïne à la Maison Blanche a déclenché une polémique politique. La porte-parole de l'exécutif assurant que cette drogue avait été trouvée dans une zone fréquentée par des visiteurs extérieurs alors que le président et sa famille étaient absents. Plutôt le secret défense, chargé de la sécurité des hautes personnalités de l'État américain, avait confirmé après analyse que la poudre blanche trouvée dans la fameuse aile ouest du bâtiment, s'avérait être de la cocaïne. Si c'est dans l'aile ouest du bâtiment fréquenté par des visiteurs extérieurs, n'y a-t-il pas de fouille à l'entrée de la Maison Blanche? Oui. Ou c'est tout simplement la cour du Wapeto où chacun fait ce qu'il veut et apporte ce qu'il veut dans la présidence, nous dit-on, la plus sécurisée et la plus sûre au monde. Nous nous interrogeons. À qui veut-on faire croire que c'est un visiteur qui serait entré avec la cocaïne dans la Maison Blanche? Veut-on écarter le fait que depuis des décennies, les services secrets américains, la CIA et l'armée en l'occurrence, ont fait entrer sur le sol américain des millions de tonnes de poudre blanche de haute qualité. La substance, nous dit-on, avait initialement été considérée comme potentiellement dangereuse, provoquant une brève évacuation. Les poudres suspectes reçues régulièrement par courrier dans les bâtiments officiels américains sont traitées comme de potentielles attaques chimiques ou bactériologiques. Anthony Guglielmi, un porte-parole du secret des services, a déclaré mercredi qu'une enquête était en cours. La découverte donc de la cocaïne à la Maison Blanche a entraîné des spéculations au sein des médias américains sur l'identité même du responsable. Plusieurs personnalités à droite ont d'emblée pointé du doigt le fils du président américain Hunter Biden en raison de son passé parsemé d'addiction. Oui, on parle bien sûr d'addiction. Donald Trump a lui-même accusé Joe et Hunter Biden dans un message ponctué d'injures. Je vous le lis. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de la Maison Blanche, très près du bureau ovale, était pour l'usage de quiconque d'autre que Hunter et Joe Biden, a déclaré d'ailleurs l'ancien président républicain sur son réseau Truth Social. Le sénateur républicain Tom Cotton a, lui, appelé le secret service à rendre public le lieu exact où la poudre a été trouvée. Il dit, et je cite, « Le peuple américain mérite de savoir si des drogues illégales ont été découvertes dans une zone où des informations confidentielles sont partagées », a-t-il lui aussi écrit dans une lettre adressée à la directrice du secret défense. La Maison-Blanche a tenté donc d'éteindre l'incendie en expliquant que les premiers indices pointaient vers la responsabilité d'un visiteur. La porte-parole Karine Jean-Pierre a ainsi affirmé que la drogue se situait dans une zone fréquemment utilisée par des visiteurs extérieurs invités par du personnel de la Maison-Blanche. Eh bien, nous nous interrogeons. Avant d'entrer dans les zones sensibles du bâtiment, ces visiteurs doivent laisser leur téléphone dans des casiers. Dans un de ces casiers a été découvert justement la cocaïne qu'on parle aujourd'hui. Mais la grande interrogation, c'est celle-ci. Qui peut croire à ce grossier mensonge? Qui veut-on protéger dans cette affaire? Et combien d'autres de ce genre ont été secrètement cachés au public américain? Elle a également insisté sur le fait que la famille Biden n'était pas présente à la Maison Blanche au cours du week-end où la drogue a été découverte. La porte-parole a conclu les questions sur le sujet en affirmant « Nous sommes confiants dans le fait que le secret service obtiendra le fin mot de l'histoire. » Une question cependant, mesdames, messieurs. Est-ce à dire que la famille Biden consomme très souvent la cocaïne? C'est une question. Parce que la Maison-Blanche déclare que la famille Biden n'était pas présente au cours du week-end. Et si elle était présente, elle a souvent la cocaïne? Nous nous interrogeons.
En tout cas, le sujet que nous mettons sur la table, nous allons avoir pas mal de révélations. États-Unis, drogue à la Maison-Blanche, une administration cocaïnomane, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore cet après-midi. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bon après-midi, Jocelyn Goss. Vous me voyez rire parce que votre introduction est terrible. Hein? Votre introduction est terrible. Ce n'est pas une introduction, c'est un réquisitoire, c'est une enquête. Et vous y excellez dans le fait de traquer les dits, n'est-ce pas, des porte-paroles qui, au lieu de cette disent des bêtises. Et en parlant même, livre pratiquement, on dirait qu'elle est en train de livrer le président américain, puisqu'il faut l'appeler président, et son fils. Donc, merci de m'avoir invité. Je salue Giresse, je salue tous ceux qui sont attachés à notre chaîne, n'est-ce pas, sympathisants, tous ceux qui animent les commentaires. Oui. Moi, j'aime beaucoup lire les commentaires. Beaucoup, moi, j'aime beaucoup lire les commentaires. Donc, vraiment, merci de m'avoir invité. Comme on dit chez nous, nous sommes là. Très heureux de vous avoir, président Badakani, encore ce matin, un sujet qui nous intéresse, la drogue à la Maison-Blanche, une administration cocaïnomane. En tout cas, nous nous interrogeons parce que les révélations, il y en a à gauche et à droite. Et ça nous rappelle d'ailleurs, il y a encore quelques années du côté de la France, Air Cocaïne, cette affaire qui a fait grand bruit, qui a failli renverser Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, nous sommes en plein cœur de la Maison-Blanche, président Badakani, et on nous dit tout simplement, la porte-parole en tout cas de l'administration et surtout de la Maison-Blanche, nous dit que la drogue a été découverte dans l'aile ouest, qui est seulement ouverte aux visiteurs. La grande interrogation, c'est celle-ci, elle continue d'ailleurs dans ses déclarations, que Joe Biden et sa famille n'étaient pas présents, d'accord, ce jour-là. Est-ce à dire tout simplement que parfois quand ils sont là, il y a souvent la drogue et la cocaïne du côté de la maison. C'est ce que ça veut dire. Et moi, je ne pense pas que c'est un lapsus ou bien une erreur de la part de la porte-parole. Oui. Parce qu'on sent très bien que elle est acculée, oui, pas certainement par le scandale, mais par le fait que cette affaire-là va être facilement traçable si on était dans un pays sérieux. Oui. L'Amérique n'est pas un pays sérieux, c'est connu. Donc, si c'était dans un pays sérieux, cette affaire-là est facilement traçable. C'est pour ça qu'elle désigne un coupable directement, en disant que ce jour-là, il n'était pas là. En fait, elle désigne un coupable. On ne lui a pas demandé, hein. Oui. Elle désigne un coupable, en disant que bon, puisque je sais que vous allez dire que c'est Joe Biden, nous son fils, mais je vous dis d'avance qu'il n'était pas là ce jour. Ce jour-là. Donc, nous savons tout ce qu'elle a l'habitude de faire ça. De faire ça. Non, c'est ce que ça veut dire de manière implicite. De manière implicite, il y a un aveu. Il y a un aveu de la part de la porte-parole. Cet aveu est lié au contexte général qui prévoit actuellement au niveau de la Maison-Blanche avec la situation du fils Biden. Malgré tous les censures, tout le fait qu'il n'y a pas de justice aux États-Unis, malgré le fait que l'État profond fait tout pour enterrer le dossier, ça fuit de partout, et on sait aujourd'hui que le père c'est le fils c'est le père. On le sait aujourd'hui. Hunter Biden et Joe Biden, c'est la même personne. Même personne. Donc, ça fait donc que les addictions de son fils sont connues. Les addictions du père sont connues aussi, sauf qu'on s'arrange pour effacer, pour couvrir, c'est connu. Donc, le père aime toucher les filles indécemment en public, c'est connu, n'est-ce pas? Les petites filles en public, oui, c'est connu. Il y a les photos, c'est connu. Et ce type de comportement, n'est-ce pas, a souvent un lien avec l'addiction à la drogue. Donc, madame la porte-parole, n'est-ce pas, est simplement acculée, elle est sous pression. Et c'est une pression qui habite la Maison-Blanche depuis que M. Joe Biden est au pouvoir, parce que tout le monde sait à la Maison-Blanche qui il est. Et voilà, il faut gérer l'ingérable. Donc, ça craque de temps en temps, et ça nous produit ce type d'erreur, en langage, entre guillemets, d'erreur en termes de communication. Parce que la réalité est qu'aujourd'hui, entre M. Joe Biden et le reste de l'establishment démocrate, oui, c'est vraiment Biden était un fardeau très lourd à porter. Sauf que, comme Biden est l'État profond, oui, il tient tout le monde. C'est-à-dire que, à force, si on le bouscule très mal, tout le système tombe. Surtout dans le Parti démocratique, dans le Parti démocrate américain. Si on bouscule très mal Joe Biden, tout le monde tombe.
Donc on veut bien qu'il tombe, mais il faut faire attention parce que pas qu'on tombe avec lui dans ces traits. Ils souffrent tous. Ils sont dans un état de stress très grave, très avancé. Et à l'heure actuelle, là, vraiment, comme vous avez dit, votre thème, à savoir si on a fait à une administration cocaïnomane, faites attention, c'est pas une question légère. Parce que quand on connaît la trajectoire des dirigeants occidentaux en général et américains en particulier, quand on connaît le niveau de violence qu'il y a au cœur de la scène politique, mais surtout même au niveau des mécanismes de la sélection du personnel politique dans les réseaux occidentaux, et quand on sait qu'aujourd'hui, malgré la barrière complotiste qu'ils ont érigée pour taxer de tout, pour appeler la vérité complot, c'est-à-dire c'est très grave, c'est très difficile, la situation est très dure pour le Parti démocrate en particulier, c'est très difficile en particulier, avoir à gérer un président de ce type est déjà très compliqué, oui, comme le président Trump l'appelle, avoir à gérer son fils, c'est très compliqué parce que beaucoup de gens sont mouillés dans ce dossier. Toute la classe politique américaine est mouillée dans le dossier ukrainien. Je dis de droite comme de gauche, hein. Démocrates, républicains, tous sont mouillés parce que là-bas, ils sont à un niveau très élevé. Ils sont dans ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire qu'on mouille tout le monde. On mouille tout le monde. Tout le monde est mouillé et on tient tout le monde. Ça fonctionne par le chantage. Donc, il y a un niveau de tension qui est très élevé. Et vous croyez qu'ils vont gérer ça comment? Ils gèrent ça par la cocaïne. Ils gèrent ça comme ça, ils gèrent ça par la coque. Et donc, très vite, celle-là aussi, il ne faut pas expliquer. Elle-même, c'était elle est dedans. Donc, très vite, il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais elle a dit que bon, ne me regardez pas moi. Ça ne va pas être moi. Bon, nous savons que c'est lui. Nous savons que c'est lui, mais il n'était pas là ce jour. Et bien, elle se protégeait elle-même. Oh, c'est faux. Donc, c'était un scandale. Je pense que ça n'a pas dit son dernier mot. Oui. Sauf si, comme la classe américaine se tient de bout en bout, en dehors de Trump qui essaie d'émerger là, comme ils se tiennent, ils finiront peut-être par trouver un consensus pour étouffer l'affaire. Une révélation faite justement par l'ex-président américain Donald Trump. Il dit d'ailleurs dans son message sur Truth Social, son réseau social, il dit « Est-ce que quelqu'un croit vraiment que la cocaïne trouvée dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, très près du bureau ovale, était pour l'usage de quiconque d'autre que Hunter et Joe Biden ?» Dans ce message, il y a une révélation. Cette aile ouest n'est pas loin du bureau ovale, qui est le bureau du président américain. J'ai lu. C'est-à-dire que d'ailleurs, comme tous nos réseaux sociaux là sont sous contrôle total, on dit que nos messages teintés d'injures. Il n'y a aucune injure là. Aucune. Où est l'injure là-dedans? Mais quand vous lisez votre chaîne, on dit que teinté d'injures. Toujours, il faut discréditer tout ce que Donald Trump dit. Donc teinté d'injures. Il dit que bon, ne prenez pas au sérieux. Non, il n'y a pas d'injure. Ce qu'il dit est vrai. Il était à la Maison-Blanche. Non, ce qu'il dit est vrai. Il a été quand même locataire à la Maison-Blanche pendant 4 ans. C'est clair. Ce qu'il dit est vrai. C'est qu'il n'y a pas d'injure. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. Toute l'Amérique sait de quoi on parle. Qui ne connaît pas Joe Biden aux États-Unis? C'est qui? Tout le monde sait qui est Joe Biden. Et il est l'image de la classe politique américaine. Des pourritures. Vous n'avez pas des mots pourquoi? La classe politique américaine est pourrie. Elle a un niveau de criminalité jamais vu dans le monde. La classe politique américaine, ce sont des criminels. Vous avez vu où il y a crime sans drogue, où il y a crime sans addiction. Vous avez vu ça où? Tous les criminels ont des addictions. Alors, la différence, c'est que vous avez des criminels là qui occupent des fonctions politiques de haut niveau. C'est tout. Mais ce sont des criminels de haut niveau. Alors, Joe Biden, c'est le criminel en chef. C'est connu. C'est connu. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est connu. Donc, je vous dis qu'on est dans ce scandale-là. Je sais pas, on verra comment ça va finir. Mais en dehors du fait que, bon, ok, l'omerta s'installe, du fait que, bon, je te tiens, tu me tiens, ben ça c'était un incendie qu'on va pas étouffer comme ça, parce que maintenant, partout, il passe la question qu'on lui pose. Hein. Partout, il passe la question qu'on lui pose. À monsieur Joe Biden, le soi-disant président. Mais la question n'est pas posée par hasard. C'est parce qu'on sait qu'il est dans ça avec son fils. Puisque son fils, c'est lui, et lui, il est son fils. Il est dans ça avec son fils. Mais Jocelyne Gosse, au-delà du caractère anecdotique, je ne voudrais pas qu'on reste sur le caractère anecdotique, avec votre permission, hein, vous donnez le là. C'est un sujet profond. C'est un sujet profond parce que, vous avez dit, l'administration américaine est-elle sous addiction? Oui. C'est ça que vous demandez, c'est important. Et votre question n'est pas anodine. Notre démarche a toujours été de ne jamais nous limiter à l'anecdotique. De toujours fouiller et de comprendre la profondeur des phénomènes.
la société américaine est une société droguée. La civilisation américaine est la civilisation de la drogue. Je répète, la société américaine est de manière structurelle une société droguée. Et l'Amérique est une civilisation de la drogue. Vous savez, aujourd'hui, je fais une analyse simple. Qu'appelle-t-on drogue légale? Quelle est la différence fondamentale entre une drogue légale et une drogue illégale? Si les drogués se ressemblent et se valent tous, et cherchent la même chose dans la drogue, mais quelle est la différence entre une drogue légale et une drogue illégale? La différence, c'est quoi? C'est le produit, c'est la manière dont elle est fabriquée. Oui. La drogue légale voit le jour avec les tentatives de nous produire les drogues de synthèse. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser les herbes. On nous produit la drogue à partir de propre synthèse, c'est-à-dire qu'à partir comment dire ça? On peut isoler la molécule d'une drogue, à partir de cette molécule, on crée beaucoup de dérivés et on vous forme drogue de synthèse. Les grands groupes qui sont derrière cette drogue-là sont les anciens trafiquants de drogue, connus dans le monde. Justin Gauss. Je vais y revenir, vous allez voir l'histoire de la drogue, du trafic de drogue, comment c'est né, d'où ça vient. Je vais y revenir. Donc, ces groupes-là sont reconnus. Alors, si dans le secteur des cartels de drogue, des groupes comme les laboratoires comme MEC, par exemple, MEC, c'est le laboratoire allemand, se démarque dans les années, on peut lire, dès les années 1880, par exemple, avec la morphine. La morphine, c'est un produit qui dérive du pavot, qui est cultivé beaucoup en Inde. Le pavot, et à partir de ça, on a extrait la morphine. Vous savez à quoi c'est un antidouleur. Alors, la morphine, c'est quoi? C'est de la drogue. Mais à partir du moment où on lui donne un cachet, comment on dit ça, acceptable, parce qu'on va dire, OK, on a dérivé ça du pavot, on a bien travaillé ça, on va lui donner le statut de drogue légale. Mais la différence, c'est quoi? On ne va pas s'arrêter à la morphine. Maintenant, il y a toute une part de plus de drogues légales qui sont vendues aux États-Unis. C'est généralisé. Quel est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs dans le monde? Quel est le pays où des habitants sont obligés de se doper, de prendre les antidépresseurs tout au long de la journée pour tenir? Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de la drogue, le Saint-Gauss. C'est de la drogue. Donc, vous avez devant vous le symptôme, le phénomène qu'on voit à la Maison Blanche. Ben, c'est-à-dire que, au-delà de son influx politique, de son exploit, le fait que ça prend une allure politique en termes de scandale, c'est que, je répète, la civilisation américaine est celle de la drogue. À partir du moment où un pays dit qu'il y a les drogues légales et les drogues illégales, on prescrit les drogues légales. Ben, ce pays-là admet que la drogue fait partie désormais de sa civilisation. C'est une marque de sa civilisation. Parce que si on prescrit la drogue par un médecin, ça veut dire que la maladie qu'on appelle la dépendance à la drogue est un phénomène social connu. Bon, ça c'est clair, c'est établi aux États-Unis. Mais si on n'arrive pas à vous démontrer la différence qu'il y a entre une drogue légale et une drogue illégale, vous voyez à quel niveau de sophistication la société est arrivée. C'est que des groupes financiers, des anciens trafiquants de drogue, les cartels, ont décidé de légaliser simplement la partie de la drogue. Alors, la distance qu'il y a entre la drogue légale et illégale vient simplement du fait que, pour des raisons géopolitiques qui sont liées à la géopolitique et qui sont liées à des considérations de groupes d'intérêt liés à certaines familles que tout à l'heure nous allons citer, c'est que c'est pas encore réglé. C'est pas encore réglé. Mais sinon, le projet, c'est de légaliser la drogue dans toutes ses formes et qu'on laisse les gens se tuer et se détruire. C'est de cela qu'il s'agit, Justin Gauss. Historiquement, on attribue, dans la littérature attribuée à l'Empire britannique, l'émergence de la culture de la drogue comme
pratique, comme politique économique, comme démarche géopolitique. C'est la guerre, ça remonte aux différentes guerres de l'opium en Chine, 1839-1842, puis 1856-1860. On connaît très bien que les Britanniques, pour résoudre leur problème, leur crise financière en ce temps-là, ont décidé de détruire la Chine avec la drogue. Ils ont commencé à vendre l'opium en Chine. Et on connaît, c'est-à-dire que ça aboutit aux 2 guerres de l'opium. Ben, ce qu'on dit pas aux gens, c'est que mais, qui est au cœur de ce trafic? Ils sont les familles Rothschild. Les Rothschild, il fallait plus. Ces grandes familles et tous leurs dérivés, les Rockefeller, étaient les acteurs, Ghislaine Gos, majeurs de la vente de la drogue de l'opium. Allez lire l'histoire des 2 guerres de l'opium. Allez voir l'enrichissement colossal qui a découlé, qui était tiré de la vente de l'opium en Chine. Allez voir. Ce commerce-là n'a jamais été démantelé jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été démantelé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que vous voyez comment l'empire britannique, est en situation financière difficile, très difficile. Elle décide de nouveau pour régler sa crise financière en ce temps-là, que ne peut lui être fatal, d'inonder la Chine, Ghislaine Gos, de la drogue. Et ça va déboucher sur 2 guerres, Ghislaine Gos. Des millions de morts. Ils se sont considérablement enrichis, Ghislaine Gos. Ce sont ces familles-là, ces groupes d'intérêts-là, qui jusqu'à aujourd'hui contrôlent le marché de la drogue, Ghislaine Gos. Nous savons aujourd'hui que la CIA est un des plus grands vendeurs, pour ne pas dire le régulateur principal du trafic de drogue dans le monde. C'est connu. On connaît le rôle que joue un pays comme la France. Et la France, ça ne tombe pas du ciel. Parce que la France, elle aussi, elle entre en scène à partir de 18 ans. 82, elle aussi, à la suite de la pub britannique, la France va se servir au moins, elle aussi, de l'opium pour financer une partie de sa colonisation en Asie. Les raffineries étaient installées à Saigon, etc. La régie de l'opium française était connue de tous. Et ça remplissait les caisses de l'État français, de l'empire colonial français, Ghislaine Gos, à l'époque. Bon, cela n'a jamais été démantelé jusqu'à aujourd'hui. Alors nous parlons. Nous savons aujourd'hui, Ghislaine Gos, il n'y a qu'à suivre les anciens dealers reconvertis pour la plupart. Et un aujourd'hui qui est très en vogue, je crois c'est Fourré, Georges Fourré, je crois. Fourré. Mais nous savons aujourd'hui que le problème mondial de la drogue vient du fait que la plupart des dirigeants, l'immense majorité des dirigeants mondiaux, que ce soit de l'aspect politique ou économique, Ghislaine Gos, ou de la culture, ou religieuse et spirituelle, se droguent. Les papes se droguent. Là, M. Fourré, là, il a écrit deux livres ou 3 livres, les derniers livres qu'il a écrits. On attrape, n'est-ce pas, les voitures diplomatiques du Vatican, par exemple, n'est-ce pas, remplies de cocaïne. Remplies de cocaïne. Le Vatican est l'un des plus grands centres plaques tournantes de trafic de drogue dans le monde. Je ne dis pas ailleurs, à l'heure où nous parlons, Alors, si le pape se drogue, si tous les dirigeants, si le pape se drogue et il est présenté comme le Saint-Père, le Saint-Père se drogue, mais comment de fois les dirigeants, on connaît que la drogue, les élites anglaises, jusqu'à aujourd'hui, la classe politique anglaise, est-ce que le fait de la drogue, en France, c'est connu. Et aux États-Unis, je viens de le démontrer, au Canada d'ailleurs, M. Trudeau a une très longue histoire avec la drogue. L'actuel Premier ministre canadien a une très longue histoire. Sa vie est liée au trafic de drogue. Donc, alors, vous prenez ceux qui contrôlent l'économie mondiale, les banquiers. Leur richesse vient en dehors de l'esclavage en partie de la drogue. Vous pouvez parler des 2 guerres de l'opium tout à l'heure, Ghislaine Gos. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'en ont pas. Ça n'a pas bougé. Alors, déjà, à l'heure actuelle, vous prenez en dehors du laboratoire allemand Metz, par exemple, vous avez des laboratoires comme Bayer,
que depuis 1898, c'est-à-dire que se sert de l'héroïne, de la drogue pour soigner l'asthme, par exemple, et la toux des nourrissons, par exemple. Mais ça, c'est ce qu'on vous dit, que nous avons transformé ça en médicament. Un médicament. Oui, d'accord, ça fait rire, ok. Vous ne faites que ça, c'est seulement pour le médicament? C'est faux. Ceux qui sont derrière cette tentative de normaliser la drogue, ou bien sous la forme de médicaments, sont les patrons des cartels. Lisez l'histoire de Bayer. Quels sont les patrons de Bayer? Allons, nous parlons. Vous voyez la relation qu'il y a entre les patrons de Bayer et les deux guerres de l'opium. Je vous le dis, les deux guerres de l'opium. Et les deux guerres de l'opium, vous allez voir la trajectoire. Après ça, ça n'a jamais cessé avec l'entrée des Américains en Asie, à travers les guerres, à travers le Japon. Vous allez voir, vous faites la traçabilité. Vous allez voir que la route de l'opium a continué pour passer par le Japon en Asie, la Chine, les États-Unis et les différents cartels mexicains, colombiens, tout ça, italiens pour faire rire les naïfs. Mais tout ça, le centre, c'est où? C'est toute cette route-là, cette route de la drogue qui est très vieille, qui est très vieille et qui est contrôlée par qui? Pas par vous. Par ceux qui le jour sont des banquiers, dirigent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Le jour, c'est eux qui ont créé l'ONU, c'est eux qui sont... C'est honteux. C'est honteux. L'ONU, par exemple, est plongée dans des scandales de drogue, on ne peut pas imaginer tous les jours. Les rapports sont seulement, comment on dit ça, mis sous le carreau, sous le boisseau. Les rapports sont là. Ces rapports sont là. L'ONU, si on soulève la mamie de l'ONU, ben vous allez crier. Voilà notre administration, tu appelles ça quoi? Cocaïnomane. L'ONU. Je vous dis l'ONU, je dis l'ONU. C'est connu, Joslingos. Donc, vous voyez que c'est la civilisation mondiale. Le monde, la globalisation, c'est aussi une globalisation de la drogue, de la cocaïne. Ah oui, c'est cela qu'il s'agit. Nous, les pays africains, nous ne sommes pas en dehors. Comme d'habitude, eux, ils sont le relais. Comme d'habitude, ils sont le relais. Mais aujourd'hui, avec les scandales qui frappent le de la drogue en Europe, faites attention, le but maintenant, c'est de délocaliser les centres de la drogue. Et quels sont les pays, quel est l'endroit où les frontières sont quasi invisibles, inexistantes? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. En Côte d'Ivoire, le scandale qui a abouti jusqu'au décès de M. Bakarako, c'était quoi? La drogue. Au Cameroun, une ville comme Douala est sous l'emprise des dealers, protégée par les autorités de la ville de Douala, pour prendre la ville de Douala. Vous allez partout, en Guinée-Bissau, partout. Nous sommes dans un monde où la drogue est mondialisée, où la drogue est l'un des caractères majeurs de notre civilisation. Alors, d'où une profonde réflexion sur la drogue au-delà des différents aspects. Il faut remonter même à l'avènement de l'homme, de l'être humain. C'est-à-dire la gestion de l'anxiété, la gestion de la peur. Comment on se comporte devant le caractère périphérique du destin de l'homme? Comment est-ce que l'homme résout le désarroi dans lequel l'existence le place de fait? Désarroi lié d'abord, je répète, au caractère périphérique de la Terre et au caractère fugace de la vie. La mort, les difficultés même de la vie, le débat est de savoir comment on règle ça. Alors la tendance c'est soit on suit le chemin diabolique et on s'adonne, n'est-ce pas, à des formes de construction de paradis artificiels pour s'évader, et ça depuis la nuit des temps. On peut même dire que la drogue est le plus vieux produit de l'humanité. Le plus vieux, c'est-à-dire que depuis les temps primordiaux, vous allez trouver la drogue. On dit que la prostitution est le plus vieux métier au monde. Non, la drogue aussi, elle est le plus vieux métier au monde. L'art de produire de la drogue. Les élites, les plus vieilles élites du monde, à l'époque, les élites avaient l'art de produire des drogues pour permettre aux rois pour gérer les besoins des rois. Les élites à l'époque, après un moment donné, ça va se diffuser de plus en plus dans certains corps. Les sociétés ésotériques, les milieux ésotériques, c'est leur travail. Ça donne à ces pratiques, c'est-à-dire des formes de drogue, n'est-ce pas, qui permettent d'assumer le statut d'un homme fort. Qu'est-ce qu'un homme fort? Un homme fort, c'est quelqu'un qui peut tuer sans état d'âme. C'est quelqu'un qui, pour le pouvoir, ou bien pour assumer une position, est prêt à tout. On va dire homme fort. Et les hommes forts, généralement, ont des drogues, gèrent les drogues,
Les drogues, même dures, gèrent les drogues, tout le monde les drogues. Hein. Ils gèrent ça, ils sont maîtres dans l'art de comment dire ça. On transforme la drogue en un rite initiatique. Ça devient un rite initiatique. C'est un autre niveau là-bas, hein, un rite initiatique. Donc, la drogue, au début de l'humanité, parce que l'homme confronté, ce que j'ai dit tout à l'heure, au caractère fugace de l'existence, confronté, n'est-ce pas, à l'incertitude du lendemain, a cherché très tôt, n'est-ce pas, Joseph Ngoz, à inventer les paradis et les dieux. Et les demeures où les dieux habitent. Alors, donc, ce sont les choix que certains font. Ce sont des choix que les élites ont faits et ont développé ce que j'appelle la tradition de la drogue. La tradition de la drogue qui se transmet de génération en génération. Il y a de l'autre côté aussi des êtres humains normaux qui disent, OK, ont développé une véritable spiritualité, une vraie vie saine pour tenir face à l'existence. Se sont bâtis des espérances et qui ne sont pas seulement des vues de l'esprit, qui les ont pratiquées. Eux aussi ont transmis, génération en génération, et c'est arrivé jusqu'à nous. C'est-à-dire, ça nous permet, vous, de tenir malgré tout, parce que vous avez une forte espérance. Vous croyez profondément en Dieu. Dieu est la racine de votre vie. Quel que soit le choc qui arrive, la puissance de l'espérance que vous donne une véritable foi, je ne dis pas les singeries que les gens font, une véritable foi, Jocelyn Ngoz, fera de vous un homme debout qui n'a pas besoin de béquilles. Mais s'il n'y a pas cet enracinement-là, il vous reste quoi devant les coups de la vie? Il vous reste quoi devant une société contrôlée par le diable? Il vous reste quoi dans un monde où le diable règne? Il vous restera quoi, Jocelyn Ngoz? Ben, les mêmes gens qui travaillent pour le diable, ont trouvé rapidement. C'est eux qui vous vendent les drogues, n'est-ce pas? Oui. Souvent, c'est pour vous entretenir, le temps de gérer, hein, le temps. On dit ça. C'est-à-dire, on vous conduit lentement vers votre propre ruine. Vous savez, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus, marchant le Golgotha, de temps en temps, lui, on mouillait l'éponge dans qu'on appelle le vinaigre là, pour qu'il tienne. Mais il devait tenir parce qu'il devait arriver au Golgotha. Alors, nous avons nos différents Golgotha dans la société. Chaque pays génère des formes de Golgotha, n'est-ce pas? Et on accompagne les citoyens pour qu'ils aient un Golgotha. Doucement, on sent beaucoup de bruit. Et la drogue est un élément majeur pour non seulement en même temps enrichir les élites crapuleuses, mais aussi gérer les frustrations. Comment on dit ça? Gérer les impasses dans lesquelles on a plongé les jeunesses dans le monde. Si une jeunesse n'a pas de perspective, il lui reste quoi? Si on parle par exemple à Douala, il fut un temps à Douala avant que le ministre Katanga n'interdise ça sur papier, le chicha. C'est partout, c'est public. Voilà, le chicha c'est quoi? C'est-à-dire que c'est-à-dire des bouffées extraordinaires de cigarettes. Vous tirez une seule fois, ça fait des centaines de cigarettes que vous fumez en un seul coup. La chicha. Et vraiment, les jeunes dans les quartiers s'y adonnent. Pourquoi? Ils voyagent, non? Ils voyagent, c'est un paradis, ils sont là-dedans. Un État qui est incapable d'apporter la solution au problème de sa jeunesse, mais encouragez ça en douce. On fait d'une pierre 3-6 coups. En même temps, ça enrichit les élites crapuleuses. L'État gagne aussi en détruisant la virilité des personnes qui auraient pu aller dans les rues pour contester le régime, etc. Des formes d'évasion. La boisson, c'est une drogue. La boisson, c'est une drogue. Vous voyez très bien que c'est société. C'est-à-dire que, vous voyez, comment on formalise. Par exemple, au Cameroun, vous avez ce qu'on appelle les brasseries. Les brasseries se prennent pour... Les brasseries, ils transforment la destruction autorisée de la jeunesse par le fait qu'ils payent les impôts. Ils sont le plus grand contributeur fiscal. Et quand vous allez fouiller, c'est combien? C'est pas plus de 8 milliards qui versent à l'État par an. Ils prennent combien en termes de bénéfices? Mais allez voir les ravages que la boisson fait au Cameroun. Allez voir les ravages que la boisson fait au Cameroun. Vous comprenez? Donc, je t'ai pour dire quoi, Jocelyn Ngoz? Le débat sur la drogue que vous soulevez là, au-delà du caractère cocaïnomane de l'administration Biden que nous avons démontré, c'est établi, c'est vraiment... Ça ne peut pas en être autrement. Nous sommes en face de la condition humaine. Est-ce qu'il est normal de laisser un être humain s'avilir dans une drogue, quelque raison que ce soit? Est-ce qu'il est normal d'encourager les formes de dépendance humaine à l'égard de toutes sortes d'addictions, fussent-elles légales ou pas? Pourquoi? C'est comme les histoires aujourd'hui d'accompagnement de fin de vie. C'est le travail de M. Macron. Il est trop fort dans ça. Mais allez fouiller ce qu'il y a derrière.
Allez savoir. Allez savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que des processus d'élimination des gens, de transformer les gens en loques humaines. Et après dire que non, on va les accompagner pour qu'ils me facilitent leur mort. Ça fait rire. Mais ça fait rire. Mais le vrai débat, il est, mais comment une société peut expliquer le fait que la majorité de la population est anxieuse, Jocelyn Gosse, est intoxiquée par le stress. Pourquoi les gens sont si stressés au point où le suicide est la seule solution? Au point où les gens cherchent à se défoncer d'une manière ou d'une autre. Des formes de violence. On peut être très violent dans son foyer. On peut être très violent envers le voisin. La violence est partout. Pourquoi les gens étouffent? Pourquoi les gens étouffent? Pourquoi les gens veulent exploser? Voilà le vrai débat que pose la drogue. Jocelyn Gosse, c'est la nature des systèmes politiques, des systèmes sociaux, des modèles socio-économiques qui tiennent le monde. J'allais dire le modèle. C'est le vrai débat, il est là. Mais on va l'évacuer. Le débat là, il serait évacué. Hein? On va dire que non, vraiment, ce sont les délinquants, les drogués c'est un problème personnel, ils sont incapables. Vous voulez savoir combien de fils de grands noms de ce monde sont morts à l'addiction? L'addiction de la drogue. Vous savez combien de personnes, de familles là, que vous prétendez que les gens respectent là dans le monde entier, meurent de drogue? On cache simplement. On cache. Comme on cache l'addiction des chefs d'État, et surtout européens, des idées politiques européennes, on cache. Donc, si vos dirigeants sont stressés et ne sont pas capables de s'assumer sur le plan psychologique, qu'est-ce qu'ils vont apporter à votre peuple? Ben, qu'est-ce qu'ils vont apporter au peuple? Vous voyez très bien que le débat là, il faut l'approfondir comme on est en train de faire. Et ça va pas aller loin. Ça reviendra sur le modèle qui tient le monde. Modèle mondialiste, modèle libéral. Qui sont ces tenants? Je répète encore. Ces tenants sont ceux qui ont organisé depuis des siècles le trafic de la drogue. Et l'exemple, c'est ce qu'on a fait avec les 2 guerres de l'opium. Ça ne s'est pas arrêté. On a passé le flambeau aux États-Unis. Les Japonais, ils sont entrés avec ça. Ils ont recolonisé toute l'Asie jusqu'aujourd'hui encore. Avec le trafic de drogue. Après, ils sont là en Amérique latine. Colombie, Mexique, tout ça, c'est pas le fait des hasards. Gratter derrière, il y a le Vatican, il y a les grandes dynasties financières qui tiennent le monde, Jocelyn Gosse. Sans oublier le football. J'allais oublier ça. Je vais terminer oublier le monde du football, le monde du sport. Le monde du sport, pourri par la drogue. La FIFA, en plein dans la drogue. Mais notre monde est drogué. C'est un monde de cocaïnomane, Jocelyn Gosse. C'est le monde et la civilisation, soi-disant moderne, qui est cocaïnomane, Jocelyn Gosse. Et ça, on ne peut pas le voir, c'est une défaite d'une partie de l'humanité. C'est une grande défaite. Mais on va nous pousser à la défaite totale parce que ceux qui sont derrière ça, en plus de tout ce qu'ils viennent de décrire, sont des fils de Satan, Jocelyn Gosse. Sont des fils du diable. Et le projet de leur père, c'est quoi? La perte de l'être humain. Président Wadakani, je vous poserai une question en 1000 en quelques secondes. Connaissez-vous combien en temps réel, depuis que nous avons commencé cette émission, la drogue a pu engendrer comme argent? Alors, depuis que l'émission, nous avons commencé cette émission en temps réel. Centaines de milliards. Nous sommes à 1 129 000 $ actuellement en 40 minutes. Et il faut préciser par ailleurs que si vous voulez justement ces chiffres, vous allez sur Consoglobe. Évalué en France CFA. Ce sont des milliards, centaines de milliards. Et depuis le 1er janvier, Consoglobe nous dit que la drogue a déjà généré 23 milliards 386 millions et des poussières. De dollars. Et comment tu dis ça en France CFA? Allez savoir ce qui se cache derrière, parce qu'en 2008, il faut également le dire, Consoglobe nous fait savoir que l'administration américaine, l'Amérique s'est enrichie de 63 milliards de dollars dans sa seule année 2008 en drogue. On a oublié le crime organisé qui est lié, totalement lié au commerce, au trafic de la drogue. Le crime organisé de la pègre. Et la pègre est dans les mains de qui? Des gens qui, le jour, sont les plus nobles en apparence. Ces gens-là, c'est eux qui tiennent la pègre. Je ne sais pas si un jour, tout à l'heure, on parlera des banlieues. Vous allez comprendre comment ça flambe tout ça dans tous les pays occidentaux. Merci à vous, Président Wadakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.